Je vous remercie d'être venu. Je me dirais si nombreux pour une journée enchantée, météorologiquement parlant, comme ça. Et je me sens un peu embarrassé. Je vais lui dire pourquoi. Un mentor sévère, mais juste, qui est juste en face de moi, m'a dit « Nos conférenciers doivent livrer leur texte avant la conférence ». Ce que je fais jamais, parce que d'abord je parle, j'aime bien parler, et ensuite je prends quelques notes, et à partir de ces notes, ces bribes, j'écris ma conférence. J'ai dû faire le contraire, si bien que je vais un peu naviguer entre le texte écrit que j'ai sous les yeux et l'improvisation. Donc vous aurez une sorte de mélange entre de la spontanéité et de l'écrit hiératique. Donc je vous prie de m'en excuser. Je commence par, il y a des tas de définitions du libéralisme. Donc le sujet de la conférence, c'est ça, le libéralisme dans l'Empire d'Autriche face à Metternich. Voilà le titre sur lequel on s'est arrêté. Je donne cette définition, il y en a d'autres, mais la plus simple, qui est donnée par un théoricien du libéralisme autrichien après la Première Guerre mondiale, qui nous dit ceci: si le cœur d'un concept se retrouve en général dans le mot, le terme libéralisme désigne une conception qui garantit à l'individu la plus grande liberté possible dans la pensée et dans l'action, et aux différentes formes de la société, la même liberté dans la réalisation de leurs objectifs. Le contraire du libéralisme serait par conséquent l'attachement à des conceptions, à des formes de pensée, des influences sociales imposées par héritage. Donc je vais m'en tenir à ça. Et alors la question qui se pose, parce que nous allons commencer par parler des ennemis du libéralisme, parce que c'est eux qui vont essayer de freiner l'émergence de ce libéralisme en Autriche, et en tête, vous avez une trilogie. Alors les ennemis du libéralisme diront une trilogie bénie, et les partisans du libéralisme diront au contraire la bande des trois, une trilogie maléfique. C'est bien entendu l'empereur François II, venu François Ier, c'est son chancelier Metternich, et c'est leur conseiller à tous deux, le Prussien, mais qui s'est austricisé, Friedrich von Gentz. Vous avez là donc une trilogie qui va mettre toutes ses forces à contraindre le libéralisme, à le résorber, à le combattre, etc. Arrêtons-nous juste 2 secondes sur Metternich. L'homme, c'est souvent le cas en Autriche, n'est pas autrichien. Il y a extrêmement peu de grands hommes autrichiens. Pensez au prince Eugène, c'est le meilleur exemple, qui n'était pas plus autrichien que moi d'ailleurs, et qui par contre a trouvé, s'est épanoui, a fait toute sa carrière en Autriche. Eh bien, ce Metternich de haute noblesse rhénane entre très vite au service de l'Autriche, diplomate d'abord à Dresde, représentant auprès d'un certain nombre de cours, ambassadeur à Paris, où il va pouvoir user de son charme. Il se disait lui-même le plus bel homme d'Europe, n'est-ce pas? Et les dames semblaient partager cette opinion. Il a été, on le sait, l'amant de la sœur de Caroline Murat, la sœur de Napoléon, ou l'usurpateur, comme vous voulez, et pratiquement toute la haute noblesse européenne a passé dans son lit après avoir succombé à ses charmes. Le personnage est d'une intelligence prodigieuse, c'est à la fois un mélange de ruse, d'information, de savoir diplomatique, avec un système politique. Certains historiens autrichiens nient qu'il ait eu un système, mais tout de même un système qui est basé sur Gleichgewicht und Ordnung, l'équilibre assuré par l'Autriche et l'ordre qui doit régner dans toute l'Europe. Plus tard, à la mort de son père, et ça lui vaudra des quolibets éternels de la part de ses ennemis, il va devenir prince de Ochsenhausen, ce qui évidemment est un titre un peu baroque et dont on se moquera beaucoup. Je vais m'occuper surtout de l'époque qui commence avec le congrès de Vienne, 14-15, du
du 19e siècle, et qui se termine avec la Révolution de 1848. C'est quand même une époque de 33 ans, où véritablement le système métonicien, je reviendrai dans le détail, va se mettre en place. Et alors, vous me direz, si ce système combat si radicalement le libéralisme, sous toutes ses formes différentes, nous verrons lesquelles plus tard, comment se fait-il qu'il a quand même pu fleurir en Autriche? Bon, c'est pas une fleur, c'est pas un soleil, c'est pas un bouquet de roses, c'est plutôt une bleuette extrêmement discrète, mais elle existe. Eh bien, il faut, et là tous les historiens autrichiens sont quand même d'accord, il faut revenir à deux éléments qui font que ce libéralisme a pu naître, a pu prendre forme. La première chose, c'est les réformes de Marie-Thérèse, la mère donc, du futur Joseph II, impératrice d'Autriche, qui va essayer d'une manière très timorée d'ailleurs, d'introduire quelques réformes dans la monarchie. La principale, ce qui a permis de dire à Karl Kraus, le fameux satiriste viennois, qu'elle était probablement la femme la plus haïe des enfants, puisqu'elle a introduit l'instruction publique obligatoire pour les enfants de 6 à 12 ans, et ça n'est pas très loin. Elle a aussi fait quelques réformes économiques, elle a fait quelques réformes judiciaires. Elle a par exemple atténué les rigueurs de la torture. Elle n'a pas supprimé la torture, mais elle a atténué les rigueurs. Au lieu de brûler les 2 pieds avec un fer rouge, on n'en brûlait qu'un. Des raffinements de ce genre-là. Et elle a aussi, alors vous voyez que c'est pas une forme encore de libéralisme, elle était extrêmement prude, très pieuse. Elle a introduit ce qui lui a valu lire de toute l'Europe, une Keuschheitskommission, c'est-à-dire une commission de chasteté, qui revenait à punir impitoyablement les prostituées dont on pouvait s'emparer. Et alors on les punissait d'une manière extrêmement simple. On est près de ça, là, par la fustigation, n'est-ce pas? Donc il devait y avoir des bourreaux sadiques qui ont dû prendre là pas mal de plaisir. Il y avait la poursuite des homosexuels, la poursuite des acteurs, la poursuite de tous ceux même les ivrognes, etc. Il y avait là donc un système policier qui s'est mis en place pour chasser ce qu'on appelait à l'époque des déviants. Son fils, alors l'empereur Joseph II, je vais revenir, avait quand même une vision plus cynique et plus libérale, entre guillemets, des choses, puisque lorsqu'un de ses conseillers lui propose d'ouvrir 1 ou 2 maisons de tolérance à Vienne, et il lui répond, pour pouvoir mieux régulariser la prostitution, il lui répond, écoutez, vous avez qu'à mettre un immense toit sur Vienne et vous aurez le plus grand bordel du monde. Hein. Donc vous voyez, lui n'avait pas les œillères de sa mère. D'ailleurs, mère et fils, c'était la détestation. La mère appelait le fils Mögnitz, il répondait Mögnitz. Il ne voulait pas boire sa soupe, il ne voulait pas faire ses devoirs, il ne voulait pas, si bien qu'elle avait mis un hussard qui était chargé de sortir le futur empereur de sous la table, de le fesser et de l'obliger à faire ses devoirs. Il en a conservé une haine radicale, c'est le cas de dire, par rapport à sa mère. C'est la raison pour faire mieux que sa mère et plus que sa mère, ils vont s'introduire sur la route des grandes réformes. C'est vraiment des grandes réformes, mais vous le verrez, des réformes brouillonnes, chaotiques, contradictoires. Il y en a 2, disons, qui vont quand même marquer, c'est ce qu'on appelle les patentes, les patentes. Il y a 2 patents religieux, les 781, où enfin les protestants ont droit de célébrer leur culte et les grecs orthodoxes. Puis 2 ans plus tard, 82 ou 84, vous aurez le patent sur les juifs, Judenpatent, où les juifs ont le droit de célébrer leur culte dans des synagogues déterminées. Ça, c'est, si vous voulez, les 2 grandes réformes du joséphisme. La censure, on reviendra là-dessus, sera atténuée, mais pas supprimée. Mais par contre, il va introduire
par rapport à ceux qui ne pensent pas comme lui, et essentiellement l'Église catholique très puissante, un nombre de mesures absolument vexatoires. Il va supprimer 22 fêtes religieuses, il va interdire 13 ordres, il va bureaucratiser l'Église et la mettre absolument au service de l'État. Il va fixer la grandeur des églises. Et si vous allez dans beaucoup de régions d'Autriche, vous verrez, ce n'est pas des chapelles de minuscules églises qui ne peuvent pas contenir plus que 20 personnes. Des tout petits temples, des petites maisons de Dieu miniatures, pour empêcher que ces églises soient trop fréquentées. Il va bien entendu bannir il va bannir les jésuites, et lors d'une visite du pape à Vienne, il va lui faire la leçon en lui disant la voie va vers la modernité, vous êtes un réactionnaire, etc., en termes un peu plus choisis. Et tous les moindres détails sont réglés pour le culte. On n'a plus le droit d'utiliser d'encens, la longueur des cierges est fixée, les fameux cercueils réutilisables qui a été utilisé pour Mozart, entre autres, c'est-à-dire un cercueil à glissière. Vous placez le cercueil un peu penché au-dessus de la fosse, le corps glisse, on retire le cercueil et on peut le réutiliser pour le prochain enterrement. Tout va être réglementé d'une manière absolument confondante. Il a un général, un feldmaréchal nommé Lacy, d'origine anglaise, qui est un personnage un systématicien déplorable, qui va édicter un règlement pour l'armée autrichienne de 550 pages, qui porte, et tout le reste est comme ça, qui porte sur tous les détails. Par exemple, si un général, un colonel a un cheval blessé qui tombe, peut-il prendre le cheval mort de son général? Le cheval du général mort, c'est pas le cheval qui est mort. Enfin, vous voyez, et toute la pensée de Joseph II est imprégné de cet esprit tatillon, etc. Résultat, l'homme qui voulait être aimé de son peuple va être haï. Vous aurez de grandes révoltes, pas de grandes, mais des révoltes populaires, des sortes de Vendée alpestres, entre autres le Vorarlberg, qui a résisté très fortement aux réformes du joséphisme. Et quand il meurt, dernier pied de nez à sa mère, si vous allez à la Kapuzinergruft de Vienne, vous verrez le tombeau impressionnant de Marie-Thérèse avec tous les délires baroques, des angelots, des triomphes, des trompettes, et un peu plus loin, une petite caisse minuscule, c'est Joseph II, qui fait par excès de modestie, dernier pied de nez à sa mère, et vous pourrez lire cette épitaphe sur ce mini-cercueil de pauvres, qui en dit long. Ici repose Joseph II, qui a échoué dans tout ce qu'il a entrepris. Parce qu'en plus, il avait échoué dans la guerre contre les Turcs, il avait échoué dans la guerre dite des patates de 1772 contre Frédéric II, donc il avait une profonde conscience de son échec. Ce qui fait qu'on lui pardonne quand même beaucoup. Il avait un frère qui était le grand-duc régnant de Toscane, Léopold. Alors ce Léopold a régné 25 ans sur la Toscane et a fait des réformes extrêmement prudentes, extrêmement profondes, s'entourant de juristes éminents. Les 2 volumes publiés par Cromé en 1790 de ces réformes font 2 volumes tassés. Alors, c'est des réformes très profondes. Il supprime l'armée, pour commencer, remplace par une milice bourgeoise. Il supprime la marine. Il fait des remaniements fonciers. Il supprime bien entendu le servage, ce que son frère avait fait en Autriche, mais le paysan était de toute façon attaché à la glèbe dans la mesure où il n'avait pas assez d'argent pour acheter des champs, des terres, tandis que là, il leur donne un dédommagement. Les canaux, les routes, les écoles, les musées, Palazzo Boboli à Florence, c'est une de ses créations, les collections de peinture. Donc c'est un homme, mais tout ça sur 25 ans. On dit que Joseph II, c'était sur 5-6 ans. Donc très précautionneux, adoré de son peuple. Et en 1790, Joseph II rend son âme, sa vilaine âme, disait le clergé, à Dieu. Et c'est évidemment son frère qui est appelé comme empereur du Saint-Empire romain germanique, qui existe encore à cette époque, à Vienne.
il va régner très peu de temps, il va régner 2 ans. Les libéraux, qui racontent aussi souvent beaucoup d'histoires, vont dire qu'il aurait été empoisonné, parce qu'il risquait de faire des réformes libérales comme il l'avait fait en Toscane. On n'a aucune preuve. Et c'est François Ier, enfin François II qui va devenir François Ier comme empereur, non plus du Saint-Empire romain germanique, mais comme empereur d'Autriche, qui va reprendre les rênes. Alors, François Ier, tout est clair. Satan, c'est la Révolution. La Révolution, c'est Satan. D'ailleurs, le grand idéologue à la cour de Vienne à cette époque, c'est un Suisse. C'est un patricien bernois, c'est Karl Ludwig von Haller, qui est le descendant direct du Albrecht, les Alpes, tout ça, les idylles. Et ce Karl Ludwig von Haller est un théoricien de la réaction. C'est de lui qu'a inventé le mot restauration de Staatswissenschaften. Et il a écrit un petit bouquin qui s'appelle précisément Satan et la Révolution. Donc, dès qu'on touche à la Révolution pour François l'empereur, pour Metternich, pour Gans et pour tous les gens qui les entourent, on rentre dans le domaine du démoniaque. Donc on ne discute même pas, on exorcise, on brûle s'il faut, mais certainement on n'entre absolument pas en matière avec la Révolution. Une autre horreur qu'avait François Ier, c'était la Constitution. Et il y a une anecdote extrêmement authentique, mais assez significative. Il avait une bronchite, etc. Le médecin l'examine et lui dit « Majesté, rassurez-vous, vous avez une bonne constitution. » Dans le sens médical du terme, eh bien, le jour même, le médecin a perdu son fonction, ses postes, etc. C'est un mot qu'on ne pouvait pas prononcer. Donc, vous voyez, là, il y a une chape de plomb métternicienne, mais, comme l'a fait remarquer récemment un historien autrichien conservateur, Drimmel, il a dit que finalement, le système policier metternichien ou le système de la terreur ou le système napoléonien n'était pas comparable. Le système metternichien était plus tendre, pas plus libéral, c'est pas ce que je veux dire, mais plus tendre que le système révolutionnaire français et napoléonien. Je vais vous simplement donner un seul exemple. Allez au fort de Joux et vous verrez la cellule où le malheureux Toussaint Louverture est mort de froid, il est mort littéralement de froid, et allez à Brune, au Spielberg, la grande forteresse où on mettait les prisonniers d'État, eh bien vous verrez que la cellule de Silvio Pellico, le chantre de la liberté italienne, reste encore extrêmement décente. C'était à peu près la prison de Saint-Antoine à l'époque où je m'y trouvais, donc ça restait relativement confortable. Et d'ailleurs, vous voyez la différence, Toussaint Louverture meurt en prison, meurt de froid, de sous-alimentation. Silvio Pellico, ce qu'on dit jamais, est condamné à mort. Il est gracié par François Ier, mais curieusement pas à 50 ans de détention, mais à 15 ans. Et au bout de 5 ans, il sort de prison. Il a eu le temps de se convertir, il a eu le temps d'écrire son livre, il aura le temps de devenir, à la fin de sa vie, un fidèle suppôt, comme disent les libéraux, de la réaction. Metternich a à disposition 2 instruments. La censure, je vais revenir, et la police. Ce qu'on appelle à Vienne les Naderer, c'est-à-dire les Spitzel, les types qui espionnent, qui écoutent, qui les Lauscher, ceux qui se glissent partout. C'est une police toute puissante qui se répand dans toutes les régions de la monarchie, que ce soit la partie polonaise, roumaine, et évidemment dans les terres italiennes, Lombardie, Vénétie, qui sont autrichiennes, mais aussi Mantoue jusqu'à Naples, qui ont des liens, soit de famille en général, très forts avec l'Autriche. Donc vous avez d'ailleurs dans la littérature française une apparition de cette police autrichienne, c'est le hussard sur le toit de Giono, n'est-ce pas, où le malheureux est poursuivi constamment par des sicaires autrichiens qui essayent de s'emparer de lui. Donc cette police débordait, allait jusqu'en France et était extrêmement organisée. Alors, voilà ce que dit un personnage qui nous montre bien la nature de cette police. Il faut que je trouve... Là, c'est le danger de tout livrer écrit, c'est le danger. C'est un personnage qui publie des tablettes autrichiennes, traduites de l'anglais. La police autrichienne n'a jamais pu déterminer qui c'était.
On sait qui c'est, c'était un bonhomme qui avait un immense succès à l'époque, qui s'appelle Seefield, il se fait passer pour anglais. En fait, il était de la frontière de la Basse-Autriche sur la Moravie, donc sur la rivière Theiss, d'un bled qui est extrêmement connu de tous les Autrichiens, non pas parce que le bonhomme est né là, il s'appelait Postel de son nom véritable, mais parce que c'est la Mecque du costume traditionnel dont je suis vêtu, le Simpel. Donc tout Autrichien qui se répète, dames et messieurs, va au moins une fois par année acheter le nouveau Dirndl à la mode, et pour les messieurs, le nouveau Simpel à la mode, qui sont chacun marqués aux armoiries des régions. Il y en a 50 différents, avec des boutons différents, des couleurs différentes, une coupure différente. Bon, je ne suis pas là pour vous faire une histoire de la mode autrichienne. Je vais juste maintenant essayer de retrouver ce passage absolument saisissant de Postel. Bon, ça, Joseph le sait faire. Voyez, monsieur Lescas, que vous me faites faire, vous m'humiliez. Non. C'est pas vrai. Ah ouais. Donc voilà ce qu'écrit Postel dans ses tablettes autrichiennes, traduit dans toutes les langues. Cet événement traduit dans toutes les langues, c'était un peu un vade-mecum pour un voyage en Autriche vers 1830. Et voilà ce qu'il nous dit. Chaque dénonciation qu'un domestique fait à la police lui vaut un ducat et parfois deux. Il est impossible de se former une juste idée des ramifications étendues de la police et de l'immoralité qu'elle engendre dans l'esprit public. Tout valet d'auberge est un espion gagé. Les mouchards qui infectent les tavernes et les hôtels prennent place à la table d'hôte. On en voit jusque dans la bibliothèque impériale et dans les boutiques de libraires s'informant des livres demandés par différentes personnes. Si les lettres reçues et envoyées par la poste provoquent le moindre soupçon, on ne se fait pas de scrupule de les ouvrir. On pousse même sur ce point le manque de pudeur jusqu'à placer souvent sur le dos des lettres le cachet de la poste à côté de celui qu'elle a brisé. Un des traits caractéristiques de ce gouvernement, qui frappe tous ceux qui l'observent, c'est que ces persécutions se dirigent moins sur les étrangers que sur les habitants qui les fréquentent. Eux et leurs familles sont exposés à toutes sortes de désagréments. C'est pour cela qu'il est impossible à un étranger de pénétrer dans les classes distinguées de la société, excepté celles de la haute noblesse, tant elles craignent l'activité et l'active sévérité d'un gouvernement soupçonneux. Donc vous voyez, une police toute puissante, mais alors une note quand même, une recherche récente nous a montré que ce brave Postel, ce grand dénonciateur de la tyrannie metternicienne, avait envoyé ses offres de service comme mouchard à Metternich, qui les avait refusées. Donc on comprend peut-être pourquoi le retour de manivelle dans l'autre direction. Un autre personnage, Anton Bessel, parce que les noms n'ont pas d'importance, qui a écrit une énorme histoire de l'administration autrichienne, relève ceci, vers 1804, je crois. À Vienne, déjà dans les années 1804, on en était arrivé à l'état de choses suivant. Des personnes qui, dans les restaurants ou cafés, prenaient place depuis des semaines aux mêmes tables d'hôtes, consommaient sans échanger un mot ce qu'ils avaient commandé. On ne trouvait plus trace du joyeux viennois. Eh bien, ce silence sépulcral, quand on rentrait dans ces restaurants, personne ne parlait pendant des mois, a pour origine le cours forcé du papier-monnaie qui, depuis 1800, causait une grande insatisfaction dans toutes les classes, la police secrète ayant reçu l'ordre de détecter les mécontents qui se méfiaient de tout le monde, se réfugiaient dans un silence protecteur. On avait peur de parler, la moindre parole pouvait être mal interprétée, ça pouvait être « ah, mais il fait beau aujourd'hui », ça pouvait peut-être être un mot de passe, de carbonari dangereux. Donc la seule solution, c'était le silence.
Et cette ère metternicienne, ça c'est assez curieux, va donner naissance à un style de vie qui est plus qu'un style de vie, c'est un style de costume, c'est un style d'aménagement d'intérieur, c'est un style de peinture, de musique, c'est le Biedermeier. Ce Biedermeier qui s'étend précisément depuis le Congrès de Vienne jusqu'à la Révolution de 1848. Et qu'est-ce que c'est que ce Biedermeier? C'est le repliement sur soi. On ne célèbre plus que la vie familiale. On va au théâtre, les grands hommes à la mode à Vienne, à cette époque, ils le sont toujours, c'est Grillparzer, le tragédien, mais qui est d'une prudence extrême, et puis ces deux Possenreiser, ces deux humoristes, c'est Nestroy et Raimund, qui sont critiques, mais uniquement par rapport à des défauts humains, l'avarice, le mensonge, etc. Jamais le mot empereur, cour, armée n'apparaît. Donc c'est un théâtre extrêmement précautionneux. Et on s'enferme chez soi, on veut oublier les horreurs de l'époque napoléonienne, on célèbre une musique extrêmement calme, une peinture apaisée. Le peintre il y en a beaucoup, mais le peintre du Biedermeier, qui était munichois, lui, c'est Karl Spitzweg, où il nous peint c'est très bon comme peinture, mais des idylles. Je vais vous en citer deux. La première, c'est une famille qui se promène dans un champ de blé en été, le père devant, avec le haut de forme sur la canne, d'abord parce qu'il fait chaud, la mère qui suit avec ses crinolines, et trois filles, horriblement moches d'ailleurs, qui suivent avec des filets à papillons. Et ils sont heureux, ils sont dans la nature, il y a le clocher d'une église au fond qui rappelle que la religion est présente. Et le deuxième, également de Spitzweg, c'est une sentinelle sur le parapet d'une forteresse qui tricote. C'était courant à l'époque, en hiver, les soldats tricotés vendaient les tricots dans les rues, et en même temps, vous avez dans la bouche du canon, l'âme du canon, comme on dit bien, un oiseau avec les oisillons qui a fait son nid. Donc c'est l'image totale, la guerre est finie, on se replie sur on tricote les oiseaux, et en musique, la plus haute expression de cette tranquillité, de ce calme, de ce dépouillement. Les appartements sont extrêmement dépouillés, il y a des traits déjà modernes à ce niveau-là, dans l'architecture d'intérieur ou dans des maisons. Eh bien, le chantre de ce dépouillement musical Biedermeier, c'est Schubert. D'ailleurs, une de ses sérénades les plus connues, magnifiques, s'appelle Zögern und leise, en hésitant et doucement. L'homme du Biedermeier est précautionneux, il regarde, il met les pieds, il ne fait pas de bruit, il est silencieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le restaurant où personne ne parle. Ça, c'est aussi, et alors plusieurs musicologues ont souligné le fait que si la musique autrichienne avait pris un tel essor à ce moment-là, c'était peut-être en raison des délires de la censure. Ce qu'on ne peut plus exprimer par la parole ou par la peinture, parce que c'est trop direct, on se réfugie dans la musique qui, elle, sans parole, peut difficilement être censurée. Vous ne pouvez pas censurer un usage trop exagéré d'un adagio, des choses comme ça. Donc on se réfugie dans l'intériorité et dans la musique. La deuxième forme... Alors, oui, cette censure, il faut quand même en dire quelque chose. Elle était jusqu'en 1752 dans la main des jésuites, qui censuraient tout, que ce soit une œuvre scientifique, théologienne, littéraire, etc., tout y passait. À partir de Marie-Thérèse, on forme deux groupes. Un groupe, les jésuites, continuent à censurer les ouvrages théologiques, et un deuxième groupe de civils qui vont faire la censure littéraire et scientifique, sous le fameux baron von Sonnfeld. C'est un juif de Moravie, mais converti au catholicisme, qui va donner une extension extraordinaire à ces bureaux de censure. Alors la critique libérale a toujours prétendu que ces censures, il y a des caricatures même, on voit des ivrognes en train de baver sur les livres qu'ils lisent, pas du tout. C'était des gens, ils étaient presque tous francs-maçons. La franc-maçonnerie avait pu éclore très timidement sous Joseph II. C'est des francs-maçons
extrêmement cultivé, le chef d'un des bureaux, il fallait parler 4 langues, hein, le chef d'un des bureaux de censure en parlait 6. Et il censurait avec énormément d'acribie, d'exactitude. On avait des dizaines de milliers de rapports. Sous l'ère de Marie-Thérèse, vous avez eu 4500 ouvrages interdits. Et alors vous aviez ces censeurs qui travaillaient et qui faisaient des très longs rapports. Malheureusement, ou alors heureusement, je vous dirai pourquoi je dis heureusement après, dans l'incendie du palais de justice lors des émeutes de mai 1927 à Vienne, toutes les archives de la police, des censures, se trouvaient dans les combles de ce palais de justice et ont brûlé. Et alors là, il faut se souvenir de la parole que j'ai passée, je vais vous scandaliser, du grand historien prussien nationaliste von Treitschke, qui lui disait: il y a dans la vie de l'historien 3 providences. L'incendie, l'inondation et le tremblement de terre. Vous leur dire par là que le travail, comme ça, dégagez, vous avez de la place. Mais on a conservé quand même, 300 sur des dizaines de milliers de rapports, donc on peut se faire des idées à peu près de ce qu'était cette censure. Alors il y en a un, là, conserve du 20 novembre 1805, on connaît le censeur, et il s'agit de la censure concernant le Fidelio de Beethoven, la première de Fidelio de Beethoven. Vous voyez ce qu'il écrit, c'est pas bien méchant. Le secrétaire aulique Joseph Sonnleitner demande de lever l'interdiction prononcée le 20 septembre 1805, car cet opéra a été excellemment retravaillé d'après l'original français de Bouilly, et l'impératrice, il se trompe là, c'est Marie-Thérèse de Sicile, qui n'est pas impératrice, a jugé l'original très beau et a affirmé que jamais la matière d'un opéra ne lui avait réservé un plus grand plaisir. Deuxièmement, cet opéra, retravaillé par le chef d'orchestre Père, sur la base du texte italien, a déjà été joué à Dresde et après. Troisièmement, Beethoven a consacré une année et demie à sa composition sans qu'on ait cherché à l'en empêcher, que des répétitions ont eu lieu et que toutes les dispositions ont été prises pour exécuter cet opéra. Quatrièmement, l'action qui se déroule au XVIe siècle ne peut en aucun cas être mise en relation avec notre époque. Enfin, cinquièmement, il existe un tel manque de bons livrets d'opéra que, or, celui-ci-là présente le tableau le plus émouvant de la vertu féminine. Donc vous voyez, des censeurs qui, quand même, n'étaient pas d'une brutalité immonde à la soviétique ou à la nationale-socialiste. Une autre chose qui peut nous faire sourire, on ne censurait pas seulement à l'époque les ouvrages littéraires et tout, mais bien sûr, mais dans les ouvrages littéraires, on les interdisait, non pas parce qu'ils étaient immoraux ou anti-État ou anti-absolu, mais parce qu'ils étaient mal écrits. Il y avait donc une responsabilité des censeurs face à la qualité du style. Je pense que si on réintroduisait le service de censure dans la littérature actuelle, eh bien, elle ne serait pas au chômage, ça c'est clair. Autre chose aussi qu'on peut dire avec la censure, c'est que tout n'était pas fermé. Par exemple, si véritablement quelqu'un avait besoin d'un ouvrage et s'il pouvait prouver qu'il était un savant honnête, il pouvait accéder à l'ouvrage. Il pouvait lire les passages qui l'intéressaient, quitte à ce que le censeur soit à côté de lui et masque les pages qu'il ne devait absolument pas voir. Donc il y avait des fuites qui étaient absolument possibles. Vous me direz, qu'en était-il alors des livres provenant de l'étranger? Ils étaient impitoyablement interdits, enfin, ils passaient par la commission de censure, c'était admis interdit, et pour les passer dans ses bagages, c'était pratiquement impossible, parce que la fouille aux douanes autrichiennes pouvait durer, voire certains jours. On se souvient de Chateaubriand, n'est-ce pas, voulant se rendre à Prague pour voir le déchu roi Charles X, et qui doit passer plusieurs jours à la frontière austro-bavaroise parce qu'il lui manque des papiers, parce qu'on fouille ses bagages et on les refouille, bien qu'il
jouit de l'immunité diplomatique. Hein. Donc c'était une censure extrêmement sévère, mais il y avait des échappatoires. On pouvait se rendre à Dresde, qui était, la Saxe était très libérale au niveau de la censure. Donc on pouvait lire des choses, par exemple, qui étaient interdites en Autriche. Et puis il y a eu 2 moments où la censure a été levée. C'est l'occupation française de Vienne et de 1805 et de 1809, mais on sait, également par Stendhal, que ce qui était apporté par les soldats ou les soudards français, comme vous voulez, c'était surtout de la littérature pornographique et érotique. Enfin, les Viennois ont dû prendre un certain plaisir. D'ailleurs, après le départ des Français en 1809, la Wiener Zeitung, qui est le journal officiel de l'État autrichien, qui existe toujours, fait publier une annonce demandant à la population autrichienne de ramener au service de la censure les ouvrages que les Français leur avaient donnés ou prêtés. Je ne sais pas si beaucoup ont été ramenés, mais enfin, la censure a repris sa tâche. La deuxième chose, c'est la police. Alors, la police, avec ses nadres, avec ses indicateurs, elle est puissante, elle est partout. Je vous ai déjà donné le truc de Seisfeld et de Beitel, et elle s'introduit dans les plus hautes sphères. Et tout le monde est mouchard, c'est ça qui est intéressant. On sait que des duchesses, des princesses, pour de l'argent, donnent des renseignements à la police. Alors évidemment, il y a un phénomène, c'est un peu comme les services de renseignement actuels, ils sont engloutis sous une telle masse de renseignements qu'ils ont de la peine à choisir le bon grain de livret, et que souvent ces renseignements s'annulent. Mais je veux juste prendre l'exemple des rapports relatifs au Congrès de Vienne. Tous ces rapports ont été brûlés dans le fameux incendie de 1927. Mais vous avez un personnage qui se nommait le commandant Weil, qui s'est rendu assez longtemps à Vienne. Sa femme était autrichienne, elle parlait très bien allemand. C'était un commandant Weil alors qui a joué un rôle sinistre dans l'affaire Dreyfus, en soutenant le douteux Esterhazy. Mais ce Weil a fourni un travail incroyable à la main, il n'y avait pas de photocopieuse, ça vers 1890, en concentrant tous les rapports, en analysant, recopiant tous les rapports sur le Congrès de Vienne, sur les congressistes. Alors tout le monde y passe, hein. Ça va être même le tsar, tout le monde y passe. Je prends juste un exemple, parce que je me suis beaucoup occupé de bonhomme, c'est le traitement qu'on réserve à Jomini et à Delarte. Jomini était à ce moment-là conseiller du tsar, développait des plans stratégiques dans le cadre du Congrès de Vienne pour le tsar, donc c'était une proie extrêmement intéressante. Alors je vais vous donner 2 exemples. Le 5 octobre 1814, les rapports sont envoyés à M. Hager, chef des services de police, qui réside d'ailleurs à la Hofburg, à côté des appartements de Sa Majesté impériale. Donc le contact était direct. Alors voilà ce qu'écrit l'informateur. Vous savez, ça doit être un informateur de très haut niveau, parce que je demandais au prince de ligne, donc il s'adresse directement au prince de ligne, si M. Delarpe est réellement porté pour les Suisses, ayant entendu le contraire en bien des endroits. Il me dit, si l'Arpe n'est pas disposé pour les Suisses, ils en sont seuls la cause, et leur dernière conduite peut bien avoir également détourné les sentiments de l'empereur Alexandre en leur faveur. Entre nous, j'aime la Suisse, mais pas ses habitants. Donc vous voyez, là c'est probablement quelqu'un de très important qu'on voit cette communication au chef de la police. Dans un autre rapport qui concerne Jomini, alors directement, Jomini est souffrant et aimerait faire venir sa femme. Jomini travaille, il écrit beaucoup, et souvent même jusqu'à 2 heures du matin. Il reçoit souvent des notes de l'empereur Alexandre. Il ne reçoit pas de visite. Mais Jomini, qui est lui-même un peu canaille sur les bords, et qui n'est pas tombé de la dernière, je m'excuse, son descendant qui est ici, qui n'est pas tombé de la dernière pluie, prend des dispositions. Voilà ce qu'écrit l'espion, le mouchoir. Le général Jomini, qui enferme tous ses papiers, a fait changer toutes les serrures et emporter toutes les clés. Il serait difficile et dangereux de chercher pour le moment à ouvrir les tiroirs.
On essaiera cependant quand il sera rétabli et sortira de nouveau, et qu'on pourra de cette façon en extraire pendant quelques heures un de ses cahiers. On a dès maintenant pris l'empreinte des nouvelles serrures. Donc c'est ou les policiers qui s'introduisaient ou les domestiques. D'abord, les domestiques travaillaient énormément. Donc la police est partie. Ces informations arrivent à la Hofburg. Sous le règne de François-Joseph, les subsides accordés à la police et à la censure sont augmentés de 500%. Donc véritablement, la toile d'araignée se fait de plus en plus redoutable. Il ne faut pas obliger quand même, dans la version de l'empereur François Ier pour la Révolution française et le libéralisme, qu'il avait quand même perdu sa fille décapitée, son beau-fils décapité, son petit-fils, le dauphin, mort dans des conditions ignobles, et qu'il avait dû avaler une couleuvre glaciale en donnant une de ses filles à l'ogre corse. Et ça aussi, bon, la raison d'État, mais il était très attaché à cette fille et il en avait extrêmement souffert. Mais je dois vous rappeler le mot cynique, mais quand même très drôle, parce qu'il avait l'esprit du prince de Ligne. Quand un courtisan vient le voir et lui dit « Mon Dieu, l'archiduchesse va être donnée en mariage à l'ogre corse », et le prince de Ligne lui dit « Ah, bon, mon cher baron, vous savez, il vaut mieux que ça soit l'archiduchesse que l'Autriche qui soit foutue. » Donc, vous voyez, le cynisme se développe là aussi. Alors, maintenant, c'est la question qui se pose. L'idéologie libérale. Elle se développe, non pas, il n'y a pas un bloc libéral en Autriche, il n'y en a jamais eu. Il y a un libéralisme économique, il y a un libéralisme social très paternaliste, il y a un libéralisme scolaire, n'est-ce pas? Il y a un libéralisme qui se fait par toutes petites touches, qui n'est pas le même en Tchécoslovaquie qu'en Lombardie. Il y a un libéralisme qui d'ailleurs va avec le temps toujours plus nationalisé. Et ce libéralisme se nourrit à toutes sortes de sources. Il y a des gens qui ont lu Adam Smith, il y a des gens qui ont lu je sais pas, Madame de Staël, il y a des gens qui ont lu les écrits anti-napoléoniens, mais toujours par petits morceaux, et ça nous forme une sorte de mosaïque qui est extrêmement difficile à saisir. Mais vous avez quand même tout un terreau de semi-libéraux ou de libéraux sur des partis. Vous avez par exemple des gens qui sont des libéraux économiques et qui sont au contraire favorables pour toutes sortes de formes de libéralisme. Vous avez des libéraux qui œuvrent uniquement pour essayer de libéraliser l'école, mais qui sont résolument hostiles à libéraliser les hautes écoles. Enfin, là, vous avez toutes sortes de touches. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le libéralisme autrichien, ça commence maintenant, a été toujours formal étudié. Alors, ça commence seulement après la Seconde Guerre mondiale et ça se développe seulement, surtout les problèmes de censure, à partir de maintenant. Il y a quelques thèses qui ont sorti sur la censure, mais c'est vraiment un champ de recherche qui est encore passablement en friche. Alors, vous allez avoir toutes sortes de gens qui vont incarner le libéralisme, souvent un libéralisme très violent, après 1848, mais qui ont grandi, qui ont étudié, qui ont œuvré lorsqu'ils avaient 20, 30, 35 ans, voire 40 ans, sous le régime metternichien. Alors, je ne veux pas vous les citer, j'en ai toute une série. Je vais vous donner les dates. Par exemple, il y a un nommé Karl Giskra, qui est un philosophe, un juriste. Eh bien, il est né en 1820, vous voyez, quand même, il a eu le temps de se développer. Il y a ce Edward Suze, qui est un homme important, c'est le créateur de la géologie scientifique. Lui, il est né en 30. Vous avez Hessner, un célèbre juif, né en 1818. Vous avez Bartholomäus von Carneri, qui lui introduit Hegel, qui est interdit en Autriche, mais il arrive à le faire passer. Ben, lui, il est né en 1820. Donc tous ces intellectuels se sont quand même
façonner au libéralisme ou à certaines formes de libéralisme sous l'ère Metternich. C'est la preuve qu'on ne peut pas tout interdire, on ne peut pas tout bloquer. Alors là, je dois vous parler véritablement d'un personnage le plus éminent de tous ces libéraux. Plusieurs congrès lui ont été consacrés. Et dans ces congrès, on est arrivé à la conclusion, vous allez peut-être bondir, qu'il était probablement l'esprit le plus éminent du XIXe siècle. J'ai nommé Bernard, malheureusement non pas Lescas, mais Bernard Bolzano. Bolzano est une figure absolument incroyable. Il a eu plusieurs malheurs dans sa vie, mais le plus grand, c'est de mourir en février 1848. Donc là, il était prêtre. Et Dieu peut être très, très sévère souvent avec ses créatures, de faire mourir juste à la veille de cette révolution qu'il avait tellement espérée. Bolzano est, j'ai dit, un des esprits les plus éminents du XIXe siècle pour plusieurs raisons. Il est un de ses plus grands mathématiciens, sur les séries réelles, l'infiniment petit, il est fondateur d'une mathématique moderne, fondateur de la logique moderne. Wittgenstein doit tout à Bolzano, fondateur de la phénoménologie husserlienne. Husserl se penche d'abord sur Bolzano, avec la notion d'intentionnalité. Bolzano montre que la conscience est toujours conscience de quelque chose, etc. Et ce Bolzano, en plus, est prêtre, éminent théologien comparatiste, professeur de théologie à l'université allemande de Prague. C'est un tchèque, mais allemand. Hein. Et il va être évidemment dégommé par la hiérarchie catholique, qui l'interdit d'enseignement. Il se retire dans une sorte de thébaïde tenue par un grand industriel au sud de Prague, où il va écrire toute son œuvre, dont la publication vient d'être terminée. Elle fait 126 volumes. Vous avez les écrits scientifiques, les écrits logiques, les écrits mathématiques, et c'est une source d'inspiration constante. Et puis alors les sources libérales politiques. Alors, si vous lisez l'encyclopédie de Brockhaus 1830, le rédacteur anonyme vous dit une chose, le libéralisme n'est pas possible. Pour une raison très simple, il demande trop de vertus. Il demande des vertus de compréhension, de liberté, de tolérance. Aucun homme ne pourra jamais réunir ça. Donc finalement, le libéralisme risque plutôt de glisser très vite dans l'autoritarisme. Le côté humain va s'effacer et on va voir un libéralisme de plus en plus autoritaire et un libéralisme que l'auteur qualifie alors de satanique. Bolzano est très conscient de cette difficulté et il va essayer de prôner un libéralisme éthique. Il voit très bien que le libéralisme peut très vite, soit au plan économique, humain, etc., dégénérer dans une sorte de dictateur libéral, et il va essayer de prôner un libéralisme éthique. Il le fait à l'université, il est une espèce d'aumônier, il est professeur ordinaire de théologie comparée, mais en même temps, il est, comme on dirait maintenant, aumônier des étudiants, et l'autorité, mais ne se doutant pas de ce qu'elle fait, lui demande de tenir une fois par semaine à ses étudiants des Erbaums, des discours d'édification. Et dans ces discours d'édification, il fait passer un grand nombre d'idées libérales. La censure n'a pas de prise parce que les étudiants notent, et puis ramènent ça à la maison, le cachent, l'apprennent par cœur. Donc ça circule dans toute la monarchie. Et alors la thèse il va très loin, Bolzano, n'est-ce pas ? Il est pour une constitution, il est évidemment pour la suppression de la censure, il est, très curieusement, c'est rarissime à l'époque, il est fondamentalement antimilitariste, donc plus d'armée, il est pour une représentation
politique, les chambres et tout, mais toujours en disant attention, on peut très vite s'égarer du chemin et tomber dans une dictature libérale. Donc il faut toujours faire attention aux dimensions éthiques qu'il faut donner au libéralisme. Et alors ce libéralisme bolzanien, je ne parle pas de ces problèmes mathématiques et tout, j'ai rien compris, ça, j'ai toujours été nul en mathématiques, mais enfin, il semble que ça soit une rupture formidable qu'il a introduite dans le domaine des mathématiques, mais enfin, j'ai compris ce qu'il voulait pour le libéralisme. Et comme il est réduit à ne plus pouvoir enseigner, mais qu'est-ce qu'il fait? Il écrit, dont les 126 volumes ont été acquis d'ailleurs par la bibliothèque de Genève. Vous pouvez vérifier, ils y sont. Donc, monsieur Lescas, vous pouvez vous mettre à l'étude de Bolzano. Je vous laisse la partie mathématique, moi vous me laisserez la partie philosophique. Juste, je fais une parenthèse, parce que c'est ces destins autrichiens absolument incroyables. Le type qui ressort Bolzano, il avait été un peu oublié, c'est un bonhomme qui s'appelle Édouard Winter, qui est mort dans les années 80, très âgé, du siècle précédent. Cet Édouard Winter était lui aussi prêtre comme Bolzano. Il avait fait la guerre d'abord de 14-18 comme volontaire, était ensuite devenu prêtre, prof de théologie à l'université allemande de Prague, et il avait été suspendu parce qu'il vivait avec une dame et il lui avait fait un enfant. Donc pour un prêtre, mais il avait ensuite été excommunié un peu plus tard, parce que dans les années 30, il s'était rallié au parti national-socialiste de Tchécoslovaquie, des Sudètes de Tchéquie, clandestin. Et ça, l'Église n'avait pas pu le tolérer et l'avait donc radié, l'avait excommunié même. Oui, il avait continué de vivre, il avait même continué d'enseigner parce que sa chaire était une chaire civile. Et puis, dans les années 40, il s'engage dans la Waffen-SS. Dans cette partie intellectuelle de la Waffen-SS, qui a donné toutes sortes de gens extrêmement bizarres. Et il continue, dans le cadre de la Waffen-SS, à s'intéresser à Bolzano, alors que, mon Dieu, si Bolzano n'a rien à faire avec ça, c'est bien lui. Et puis finalement, en 1944, dans son petit bled de Bohême, arrivent les soviétiques, un colonel soviétique loge chez lui. Le colonel soviétique a fait des études de philosophie. Winter lui parle naturellement de Bolzano, le soviétique, qui parle allemand en plus, est enthousiasmé. Et en même temps, Winter, qui est vraiment une peau de salope, entre guillemets, le convainc que par Bolzano, il est arrivé au marxiste et que l'avenir de l'humanité, c'est quand même l'Union soviétique sous les ordres du génie Staline. Et les deux s'entendent très bien, et le dénommé Winter finira ses jours en République démocratique allemande, en continuant à travailler sur Bolzano, qui a dû se retourner 37 fois dans sa tombe en voyant comment les choses se développaient. Enfin, à partir de 1848, l'Autriche reçoit une constitution, mais il ne faut pas se faire des illusions, c'est une constitution octroyée, n'est-ce pas ? Il y a quelques libéralisations qui ne sont même pas respectées, on se contente de ça. Souffre le début du règne de François-Joseph, c'est véritablement une dictature, pas une dictature, il n'y a plus de censure, mais il y a quand même des interdictions qui peuvent être prononcées, il y a un parlement, mais il est sous tutelle, donc il n'y a pas un véritable libéralisme, comme l'auraient entendu tous les autres, j'ai cité, et Bolzano, et il faut attendre, ça c'est quand même la guerre qui introduit les grandes transformations dans les sociétés humaines, il faut attendre la défaite de l'Autriche sur les champs de bataille de Bohême face à la Prusse, qui conduit à l'Ausgleich avec la Hongrie, donc à la double monarchie, où véritablement un système libéral, démocratique va s'instaurer. Un historien français de l'époque, 1878, professeur à Saint-Cyr, spécialiste de l'Autriche-Hongrie, écrit ceci: la Constitution de décembre 67, d'ailleurs si défectueuse,
apportait avec elle toute une série de lois libérales sur les droits généraux des citoyens, sur la garantie de la liberté individuelle, sur l'inviolabilité du domicile, sur le droit d'association et de réunion, sur le mariage civil, sur les rapports de l'Église et de l'école, sur les rapports interconfessionnels des citoyens. Assurément, l'ancienne Autriche de François Ier et de Metternich n'existe plus. Et j'arrive à ma conclusion dans ces souvenirs de jeunesse à Vienne, et Edward Schnitzler, qui est pour le moment le plus grand écrivain autrichien des 20 premières années du XXe siècle, et d'autres après, constate ceci, c'est qu'il est né dans une ère libérale, et il dit ceci que on a nourri l'illusion des possibilités d'un progrès limité, d'un avenir stable dans le libéralisme, d'objectifs clairs et bien définis que nous atteindrons. Et il dit, eh bien non, on n'y est pas arrivé, parce que les revendications nationales vont s'exacerber, l'antisémitisme va croître par Schoenauer, tout cela d'une manière incroyable, les luttes de factions entre les partis vont encore augmenter, et en février 1944, le SUS, dont je vous ai déjà parlé, député au Parlement de Vienne, fondateur de la géologie moderne, dit ceci: qu'est-ce que le libéralisme? Que veut-il? Ce n'est rien d'autre qu'un effort pour anoblir l'humanité. Il poursuit des idéaux et il arrive souvent qu'il considère le peuple comme beaucoup plus noble qu'il ne l'est en réalité. Et là, Metternich aurait dit: fatale erreur, fatale erreur. Merci.